sommes arrivés au milieu de notre parcours, mais au point culminant en quelque sorte devant la mairie de Villeneuve. Comme il était prévu, Justine Renard, qui est l'une des scientifiques à avoir signé l'appel des 92 scientifiques contre le projet de golf, va prendre la parole pour redire pourquoi ce golf n'est pas possible scientifiquement. Je vous demande un peu d'attention pendant son allocution. Je lui donne la parole maintenant. Merci. Ensuite, nous redescendrons jusqu'au lac par le chemin qui est balisé. Voilà. Je vous signale que, à Vista-de-Nas, nous semblons être quelque chose comme un peu plus de 2000. Et donc, nous avons gagné! Alors, avance d'un pas. Avance un pas. Tu peux avancer un pas, juste merci. bonjour à tous. Je suis Justine Renard. Je suis certes signataire de la tribune des universitaires, mais aujourd'hui je prends la parole à titre individuel en tant que médiatrice scientifique qui se spécialise depuis plusieurs années autour de la formation des enjeux environnementaux et sociaux et qui souhaite plus que jamais aujourd'hui lancer avec vous l'alerte. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour du projet d'aménagement d'un golfe qui doit recouvrir 160 hectares et être associé à la construction de 6 logements. Ce projet, présenté comme un projet vertueux, s'appuyant sur la réutilisation des eaux usées d'une station d'épuration et permettant d'éviter l'urbanisation de ces terrains. Ce projet, vieux de 20 ans, a pris un nouveau tournant récemment, car les travaux de terrassement ont débuté en novembre. Aujourd'hui, plus que jamais, le projet cristallise des tensions. Il se fait le révélateur de visions d'aménagement du territoire et de gestion des ressources qui s'opposent à l'aune des changements environnementaux et pour cause. Car aujourd'hui, le cadre a changé. Cela fait 3 ans que le département est frappé par une sécheresse historique. Les déficits pluviométriques sont majeurs et conduisent à de multiples restrictions d'eau, des pertes aux niveaux agricoles. Cette situation ne doit pas être considérée comme exceptionnelle, car aujourd'hui le cadre, c'est celui du changement climatique. La température mondiale a déjà augmenté de plus 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. 1,2 degré, ça paraît anodin, mais à l'échelle planétaire, c'est un bouleversement qui se traduit par une dérégulation du cycle de l'eau. Les zones tempérées reçoivent davantage de précipitations en hiver, mais les zones méditerranéennes en reçoivent moins. Aujourd'hui, c'est aussi un cycle de l'eau qui accélère. Les précipitations extrêmes rejoignent la mer sans recharger les nappes phréatiques. Aujourd'hui, le département des Pyrénées-Orientales doit apprendre à composer avec une ressource en eau douce qui se raréfie dangereusement et doit faire un important effort de sobriété. Outre les restrictions, une réponse technique est apportée, celle de la réutilisation des eaux usées. Mais dans ce contexte de stress hydrique majeur, comment se contenter d'une réponse technique sans questionner la priorité de ses usages? Car aujourd'hui, le cadre, c'est aussi une autre réalité, celle d'un territoire, d'une société qui n'est plus en mesure de garantir une sécurité alimentaire aux générations actuelles et futures. Depuis la révolution industrielle, nous avons entièrement structuré nos sociétés autour du pétrole et il alimente encore à 90% le secteur du transport. À l'époque abondant, il a contribué au développement d'une économie mondialisée, linéaire, extractiviste. Les régions du monde se sont spécialisées, les biens, les aliments, les personnes se déplacent à grande échelle. Les ingrédients d'un simple yaourt industriel ont, bout à bout, parcouru 9000 km avant de rejoindre les rayons de nos supermarchés. Notre modèle agricole moderne, très mécanisé et reposant sur l'usage d'un goût chimique, en est lui-même extrêmement dépendant. Mais désormais, c'est une double contrainte qui s'exerce sur le pétrole et nous impose cette fois-ci un fort effort de
sobriété énergétique. La première, en amont, est une raréfaction de cette ressource. L'Agence internationale de l'énergie annonce une réduction de l'approvisionnement en pétrole en Europe d'ici à 2030. La deuxième, en aval, c'est celle de l'urgence de réduire les émissions de CO2 qui résultent de sa combustion. Sans cela, le risque est de précipiter le système planétaire dans un emballement climatique qui pourrait rendre la planète inhabitable pour la majeure partie de sa population. Limiter cet emballement, c'est, conformément aux accords de Paris, limiter le changement planétaire et le réchauffement à plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Atteindre 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est un monde où les habitants de cette planète n'émettent pas plus que 2 tonnes de CO2 par personne. Ce monde de 2 tonnes de CO2, c'est un monde qui est actuellement drastiquement différent. Car 2 tonnes, ce sont les émissions qui sont actuellement émises pour produire l'alimentation d'un Français. 2 tonnes, c'est aussi ce qui est émis pour parcourir 10 000 km en voiture. Autrement dit, un monde avec 2 tonnes de CO2 par habitant et par an, c'est un monde qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons actuellement. On est bon. Ce n'est pas un monde qui se contente de généraliser les énergies renouvelables pour compenser le pétrole. C'est un monde qui doit drastiquement réduire sa consommation énergétique. Mais aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter au niveau mondial et renforcent les effets du changement climatique. Les phénomènes climatiques extrêmes s'accentuent et se multiplient. Inondations, sécheresse, canicules frappent nos territoires. C'est tout le tissu vivant, notamment celui dont nous dépendons aujourd'hui pour nous nourrir et à bien d'autres égards, qui est déstabilisé par ces changements. Il entre dans ce nouveau régime, alors même que son abondance et sa diversité ont été dramatiquement réduites, impactées par nos manières d'occuper et de gérer les sols et les espaces. Mais nous ne pourrons pas traverser ces perturbations sans un réseau d'êtres vivants renforcé, car eux-mêmes sont des alliés clés pour stabiliser nos rendements agricoles. 84% des espèces cultivées en Europe dépendent des pollinisateurs. Or, aujourd'hui, l'abondance des insectes a chuté de 80% dans certaines régions agricoles, notamment sur l'usage des pesticides. L'absence de vers de terre dans les sols peut réduire jusqu'à 80% et plus la capacité d'infiltration d'eau dans les sols. Mais leur abondance elle-même a été réduite par des pratiques agricoles qui sont aujourd'hui incompatibles. Au-delà de cela, les arbres, les végétaux. Au-delà de cela, les arbres, les végétaux sont des alliés clés pour capter le CO2 de l'atmosphère et le stocker dans les écosystèmes terrestres et les sols. Diversifiés, ils favorisent l'accueil des autres êtres vivants qui régulent les ravageurs des cultures. Alors face à ce contexte, comprenons aujourd'hui que, outre les tensions exercées sur la ressource en eau, convertir ces 160 hectares en un green de golf est une aberration. Cela l'est encore plus dans un département qui connaît une artificialisation chaotique, qui a déjà condamné sous le béton l'équivalent de 2513 hectares de terres agricoles et naturelles entre 2019 et 2022, et qui fonctionne selon une logique du premier arrivé, premier servi, promettant chaque jour un peu plus de capacité d'adaptation. En pleine du Roussillon, les terres fertiles elles-mêmes deviennent des ressources rares. Convertir ces 160 hectares en agrine, ce n'est pas juste donner un usage à une friche qui n'était pas valorisée. Convertir ces terrains en agrine, c'est de nouveau exclure les êtres vivants, les pollinisateurs, dont nous dépendons de manière vitale.
Mais c'est aussi réduire les chances de renforcer la sécurité alimentaire du territoire. C'est réduire les chances de développer des circuits courts et de réduire les émissions de nos chaînes d'approvisionnement. Et surtout, c'est accaparer ces terres, cette eau, pour un usage de loisirs destiné à une population privilégiée, alors que c'est accaparer donc cette terre, cette eau, à un usage de loisirs destiné à une population privilégiée, alors que les Pyrénées-Orientales comptent parmi les départements les plus pauvres de France et qu'une partie de sa population ne parvient pas à remplir ses besoins élémentaires correctement. Ces 160 hectares, ces ressources en eau, n'auraient-ils pas quelque chose de meilleur à offrir à ce territoire? Ces 160 hectares ne pourraient-ils pas contribuer à dessiner de nouveaux horizons aux jeunes générations? Aujourd'hui, ce cadre, celui du changement climatique, du pic pétrolier, de la tension sur l'eau douce, de la crise du Liban, nous donne en réalité un choix. Soit de poursuivre la chute en avant, soit d'enclencher une action coordonnée entre tous les acteurs du territoire et de l'engager sur une trajectoire qui le prépare efficacement à ces enjeux. Aujourd'hui, des initiatives émergent aussi et là et dessinent la possibilité d'imaginer, d'aménager, d'organiser le territoire selon une toute autre logique, celui de faire le mieux possible avec le moins possible. Il s'agit là d'un territoire qui crée de nouvelles connexions et coopérations, des échanges entre des acteurs selon les principes de l'économie circulaire. Il s'agit d'un territoire qui préserve au maximum ses terres nourricières. Il s'agit d'un territoire qui replace l'homme au milieu des autres êtres vivants et qui engage une transformation de son modèle agricole selon les principes de l'agroécologie. Il s'agit d'un territoire qui ne laisse plus pour compte les plus vulnérables et ceux qui n'ont pas la main dans les décisions d'aménagement. Et surtout, ce territoire, c'est un territoire où les acteurs, désormais lucides de ce nouveau cadre, savent reconnaître l'aberration de leur projet, vieux de 20 ans, et y renoncer pour enclencher la préparation du futur. Merci, Victime, beaucoup. Mathieu Ponce, à qui je vais passer la parole, m'a demandé de rectifier. Selon les organisateurs et la gendarmerie, pour une fois, nous ne serions pas plus de 2000, mais 4000 et quelques. Donc, nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas seulement gagné, mais nous allons triompher du Gaulle. Et on a Castel d'Aéronome qui fête cette victoire.